Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h16, merci d'être avec nous. Vos appels 0826 300 300 pour ce livre, Le scandale des soignants contaminés, aux éditions Flammarion, avec le docteur Jérôme Marty. Docteur, en fait, il y a écrit sur ce livre, dans les coulisses d'une sale guerre, donc ce qui montre bien ce qui s'est passé. Et vous dénoncez finalement les conditions de travail inacceptables des professionnels envoyés au feu sans armes. Il faut envoyer au front à poil, comme on a pu dire, oui, sans armes, parce qu'on n'a pas eu, d'une part au début, les masques qu'il nous fallait, mais pas que ça, hein, les écrans protecteurs pour les yeux, on n'a pas eu les surblouses, on manquait de tout, de gants. Et la formation psychologique aussi. Et puis très rapidement, on a eu ensuite de mauvaises armes. C'est-à-dire qu'on a signalé, nous, depuis le début, qu'il y avait un problème d'aérosolisation, qu'il fallait impérativement que les soignants qui sont au plus près des patients, et notamment ceux qui font du soin que j'appelle corps à corps, c'est-à-dire notamment pour les patients âgés, où vous prenez la personne contre vous, nécessité d'avoir des masques dits masques canards ou FFP2 de façon à ne pas être contaminés. On n'a pas eu ça et on a vu qu'on a eu quantité de soignants contaminés qui eux-mêmes, à leur corps défendant, sont devenus transmetteurs de la maladie et ont donc fait de cette affection une affection nosocomiale, c'est-à-dire qu'elle s'est transmise par les soignants dans certains établissements, en particulier dans les EHPAD ou dans les établissements médico-sociaux, où on a vu comme ça une flambée de l'épidémie qui, bien souvent, malheureusement, et d'ailleurs les études internationales l'ont prouvé, parce qu'il n'y a pas que dans notre pays que ça s'est passé comme ça, sont devenus des sites de propagation de l'épidémie en passant par les soignants. Ce qui est extrêmement difficile, là encore, pour les soignants, de se dire c'est peut-être moi qui fais partir cette épidémie à tel endroit. Sans test à l'époque. Et sans test à l'époque. Alors on a martelé sur la table, on a été plusieurs à lancer des alertes sur les EHPAD. Vous souvenez-vous que le professeur Salomon ne citait même pas les EHPAD dans ses chiffres. C'est vrai, en mars, début avril, on n'en parlait pas du tout. Alors non seulement des décès, mais on ne parlait même pas des chiffres dans les EHPAD. Donc les soignants n'avaient pas le matériel, on ne parlait pas des EHPAD, on regardait ailleurs, alors même que tout le monde savait que la cible de cette maladie, c'était les personnes âgées. Et c'est pour ça que j'ai pu dire à un moment, mais à partir de quel âge ne devient-on plus une personne? Parce qu'on considérait les gens comme des objets, presque, on les mettait de côté, et puis c'était pas grave, c'était des personnes âgées. Avant de revenir peut-être sur l'actualité du moment où en est l'épidémie et puis les déclarations du professeur Raoult, puisque sur ce sujet aussi, à l'époque, pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, il y a eu un emballement de l'administration un peu paniqué, probablement, et vous le racontez très bien dans votre livre, vous étiez vous-même aussi dépassé par l'ensemble en fait de mails, submergé, etc. Et tous vos confrères également, parce que vous publiez beaucoup de témoignages de vos confrères. Hein. Vous savez qu'on a un système de santé qui est très vertical, qui est très administré, qui est devenu un véritable millefeuille avec tout un tas d'organisations où chacun envoie ses propres circulaires, chacun relaie les circulaires des autres, et vous, quand vous êtes en bout de ligne... Rien que de les citer, ça prend une page entière. Oui, mais chaque jour, vous recevez donc des circulaires, des fiches Coreb, les fiches Mars des ARS, les fiches de la Direction Générale de la Santé, les fiches du Conseil National de l'Ordre, des Conseils Régionaux de l'Ordre, des URPS, et vous recevez comme ça 20, 30 circulaires par jour. Par jour, on était inondés de circulaires. Et comme ces circulaires sont d'application obligatoire, vous devez de les lire en permanence, de façon à voir celles qui sont redondantes, celles qui sont différentes, et puis d'appliquer les choses. Sauf que, ordre et contre-ordre ou pas? Sauf que, bien sûr, de jour en jour, vous passiez du blanc au gris, du gris au noir, du noir au blanc, et ça n'arrêtait pas, quoi. Donc, effectivement, l'administration elle-même était arrivée à se positionner mal par rapport à une pathologie qui était inconnue et cherchait à protéger les choses. Ce qui se comprend, ça, mais la problématique, c'est l'absence de relais avec le terrain. C'est-à-dire que logiquement, une affection, quand vous voulez véritablement faire les choses qu'il faut, vous allez vous mettre au plus près des gens qui sont au plus près des malades et qui vont vous lancer les alertes et vous dire voilà comment ça se passe, etc. Là, non, on avait une verticalisation avec un retard pris et nous, on était inaudibles. On était inaudibles, on était non armés et on était face aux patients. Et la médecine de ville, juste j'en termine très vite, la médecine de ville qui est celle qui voit 95% des patients a été pendant des mois totalement ignorée. On ne considérait un malade que dès l'instant où il franchissait les murs de l'hôpital. Avant l'hôpital, il n'était pas malade, il n'existait pas. C'est vrai. Et eux aussi, ces médecins, ils étaient un peu démunis, bien sûr, et ils faisaient face comme ils pouvaient. En plus, il y a eu la polémique sur l'hydroxychloroquine, alors que certains commençaient en fait à donner. À ce point, parce que vous parlez de ce système de santé, c'est ce qu'a démontré aussi et démonté en quelque sorte le professeur Raoult. Oui, il était là sur Arlette Chabot, vous avez écouté hier. Mais il explique bien comment, c'est une dérive très lente, ça remonte à 20-25 ans.
l'organisation du système de santé, effectivement le numerus clausus, l'absence de médecins aujourd'hui qui font que les médecins sont âgés et qu'ils partent à la retraite et qu'il n'y a personne derrière. Donc il rappelle tout ça, des médecins qui ne sont pas extraordinairement bien payés, ce qui est vrai particulièrement à l'hôpital. Donc tout ça est intéressant. La manière aussi dont à l'étranger, notamment en Asie, on s'organise quand il face aux épidémies, etc. Je trouve que tout ça devrait nous inviter à une réflexion. L'Occident, l'Orient, comment les uns et les autres pratiquent la médecine ou effectivement s'organisent. Les pertes en France, c'est-à-dire qu'on a abandonné visiblement des secteurs. Il y a des hôpitaux performants sur certains domaines et d'autres qui ne le sont plus. Et donc, je trouve que de tout cela, au fond, alors on l'espère, on devrait tirer quelques enseignements. Voilà, à la fois sur le fonctionnement de l'administration, les appels d'offres pour les masques, des trucs de dingue complets qui font que ça prend 2 mois, alors que voilà. Donc, sur administration, ordre, contre-ordre, l'organisation du système, les médecins, je pense qu'il faudra poser les valises, si j'ose dire, après, et vraiment faire le bilan. Et ça, on peut croiser les doigts. Vous n'êtes pas spécialement ami avec le docteur Raoult, Jérôme Marty, mais là-dessus, vous le rejoignez, quoi. Ça, évidemment, on est très nombreux à le dire parce qu'on est très nombreux à le vivre. Donc, évidemment, on ne peut pas aller contre ce genre de prise de position. Je crois que ça nous appelle et ça nous amène à l'humilité. Pendant des années, on s'est glorifié du fait qu'on avait le meilleur système du monde. C'est fini depuis longtemps. Il faut oser dire que nous n'avons plus le meilleur système du monde. Et il faut oser dire que nous sommes en état d'urgence et qu'il faut véritablement qu'on fasse une révolution systémique de notre système si l'on veut s'en sortir. Ça ne sera plus du rapetassage, ça ne sera plus des petites réformettes après des petites réformettes. Il faut tout revoir de fond en comble et cette crise nous l'a montré. En fait, nous étions déjà dans une crise sanitaire. Rappelez-vous, les urgences étaient en grève depuis 1 an, les hôpitaux étaient en grève, on avait les déserts médicaux partout, on les a toujours. Bon, et donc une crise sanitaire est venue se greffer sur une autre crise sanitaire. On ne pouvait pas s'en sortir. En tout cas, des appels au 0826 300 300 avec Sabine qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Bienvenue. Bon. Merci. On vous écoute Sabine. Alors, votre témoignage Sabine. Alors, mon témoignage, en fait, moi je suis pompe funèbre et je me fais porte-parole de mes collègues, je dis mes collègues aides-soignants, soignantes et tout ça. Ouais. Donc je l'ai eu hier et c'est vrai que je reviens, alors je pense, j'ai bien retenu, c'est le docteur Marty. Oui, docteur Marty. Bonjour, donc il parlait des gants et tout ça. Et elle me disait, des masques, et elle me disait, maintenant on va avoir une pénurie de gants. Et ils ont prévenu en disant, voilà, on va plus avoir de gants. Ouais. Donc du coup, entre un coup les masques, un coup les gants, du coup vraiment elles ont très peur. Et ensuite, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des cas de Covid en tant qu'infirmière et de soignant, et on leur dit, est-ce que vous êtes apte à travailler? Oui. Et vous travaillez. Voilà. Donc c'est vrai que les aides-soignants actuellement, ils travaillent avec le Covid. Et ils ne peuvent pas faire autrement, sinon ils perdent leur place, étant donné qu'il manque d'effectifs aussi. Donc c'est vrai qu'ils sont vraiment très 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 en colère, quoi. Et elle me disait, et je vous ai envoyé un article justement le 12 septembre, le Dauphiné a écrit, même positif, les soignants peuvent travailler. Mais où va le monde, quoi? Où on va? Où on va? Vous, Sabine, vous l'avez eu ou pas? Non, vous avez été. Non, moi je me suis fait tester et je pense qu'on se protège vraiment beaucoup avec ou sans Covid, parce que même avant le Covid, on a eu des cas de décès, on ne sait pas de quoi, Ah oui. Non, mais d'ailleurs, ça c'est une autre question, parce qu'il y a des médecins qui disent que le Covid était là bien avant. En fait, hier, on en parlait avec un médecin bordelais qui nous le disait. Alors, de réflexion rapide. Malheureusement, c'était déjà le cas et ça continue. L'histoire des soignants qui sont porteurs de la maladie et à qui on demande de travailler. Il y a même des choses qui ont été faites et qui étaient plus graves. C'est que si l'on prend les EHPAD ou les établissements médico-sociaux, qui donc sont les zones véritablement à risque, puisqu'elles n'ont que des patients à risque, on les obligeait à reprendre des patients Covid+, c'est-à-dire sortant de l'hôpital mais porteurs de la maladie, non stabilisés, il fallait qu'ils les reprennent et donc on mettait en quelque sorte une bombe dans ces établissements avec le risque que ça se transmette partout puisqu'on était en défaut de protection pour les soignants. Donc c'est allé très loin cette histoire. Il faut se souvenir aussi quand même qu'on a réquisitionné les pharmacies et on les a empêchés de se fournir en masques par leur propre réseau. Ils n'avaient pas le droit
Sinon, ils prenaient des amendes. Donc c'est fou parce que nous, on était dans l'impossibilité totale de donner des masques à nos patients pour qu'ils protègent eux-mêmes leur famille. Alors on le faisait, mais évidemment on tapait dans notre stock et très rapidement on n'avait plus rien. Et toute cette chose-là a fait qu'on a pris un retard considérable et que l'affection a diffusé largement. Ouais. Et les gants aujourd'hui, alors c'est vrai que les gants, on est en pénurie, mais déjà depuis pratiquement 2-3 mois, oui, bien sûr. Oui. Dans les établissements et en ville. Et sur les masques, en revanche, on est bien équipé aujourd'hui dans l'ensemble des établissements. Sur les masques, pour l'instant, on a plus de masques, mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait une pérennité, notamment pour les masques FFP2. Et ce que je demande, j'ai déjà lancé l'alerte à plusieurs reprises. Moi, je voudrais qu'il y ait une autorité indépendante qui tous les mois fasse un point sur l'état du stock des masques. On ne peut pas avoir, c'est triste à dire, mais je veux dire, les politiques nous ont dit on attend de masques. Moi, je ne peux plus les croire sur ce problème-là. Je crois qu'il y aurait une autorité indépendante, quelle qu'elle soit, que ce soit l'ordre, que ce soit autre chose, mais qui tous les mois nous fasse un point. On prolonge dans un instant. Dans un instant, Macha sera avec nous, 0826 300 300. Vous continuez de nous appeler et on reviendra aussi peut-être sur les tests parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disent que les tests, c'est pas toujours aussi fiable qu'on le croit. C'est ce que nous disait Julien, là, c'est assez incroyable. 9h27, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h30 tout de suite, toujours avec le docteur Jérôme Marty, le scandale des soignants contaminés aux éditions Flammarion, les coulisses d'une sale guerre, et 0826 300 300 avec Macha ce matin qui nous appelle de Narbonne. Bonjour Macha. Bonjour. Oui, Macha qui est infirmière. Oui, c'est absolument. Ça. Et vous vouliez Bonjour. réagir, Macha. Le docteur Marty vous écoute. Bonjour tout le monde déjà. Effectivement, moi je suis assez en colère parce qu'on s'est retrouvés un petit peu, nous libéraux, démunis par rapport à la situation. On a été un petit peu les laissés pour compte dans le cadre de tous les soignants. On s'est retrouvés sans matériel. Moi j'ai dû acheter les surblouses, les gants, les surblouses jetables, fournir des masques à mes patients. Je sais bien que je suis remboursée là-dessus, ça fait partie de ma facture. Mais je suis très en colère par rapport à ça parce que comme on était un des meilleurs systèmes de santé et là on se retrouve à côté de la plaque. Le Covid, on en a eu tous peur parce qu'on a eu peur aussi de ramener quelque chose à la maison. On est soignants, on est mariés avec notre métier, mais à côté de ça, il y a nos vies privées qui en ont compati aussi. Et la non-compréhension, la non-information des gens qui malheureusement écoutaient BFM TVA en boucle et qui donnaient des infos, d'autres infos, etc. Par rapport au Covid, moi je pense sincèrement, j'ai eu des cas de patients décédés en août-septembre dernier qui ont présenté des diarrhées profuses, des pneumopathies qui étaient un petit peu suspicieuses. Bien sûr, c'était des gens qui avaient des pathologies lourdes derrière, qui n'étaient pas si âgés que ça. Et je pense que la Covid existait depuis... Ça, en août et septembre de l'année dernière, c'était pas... Ah oui, de l'année dernière, effectivement. On nous a renvoyé des gens, des EHPAD, en nous disant, avec des pneumopathies, on ne savait pas trop, on n'avait pas du tout d'infos. Il n'y avait pas du tout de corrélation entre l'hôpital et la médecine de ville. Donc, nous, heureusement qu'on ait une équipe, on a eu beaucoup d'entraide pour les collègues qui avaient le Covid, on est allé soutenir leur tournée, prendre en charge leur tournée avec notre propre matériel. Les patients étaient dans... Les familles ne comprenaient pas trop, les patients non plus. Personnes âgées de 90 ans qui toussent à longueur de journée, ne comprend pas pourquoi on lui met le masque, etc. En fait, on a été un petit peu les laissés... Moi, je crois qu'on a été les laissés pour compte au niveau du matériel aussi. Il fallait courir sur toutes les boîtes Wikimédicales, etc. On se donnait le mot, tiens, à tel endroit tu as des gants, à tel endroit tu as des surblouses, etc. Donc... Et puis, si vous permettez, si vous aviez été au courant beaucoup plus tôt
de l'existence de stock ou de la non-existence de stock plus exactement, vous vous seriez, passez-moi le terme, démerdé beaucoup plus tôt parce que c'est ce qui s'est passé. Tous les soignants se sont organisés, comme vous le dites très justement. On a mis en œuvre et on est allé chercher les collectivités locales, on est allé chercher les entreprises, on est allé chercher les gens qui travaillent tout autour de nous et qui nous ont donné des masques, que ce soit d'ailleurs les pompiers, les agriculteurs, les peintres, les carrossiers, tous ceux qui ont des masques nous en ont donné. Oui, Macha. Oui, Macha. Oui. Monsieur Marty, moi, les carrossiers m'ont donné des masques. Oui. J'ai travaillé avec les FTT2 qui dataient de la grippe H1N1, Oui, bien sûr. Qui étaient périmés. Hein. Je trouve scandaleux qu'on ait interdit aux pharmacies de livrer des masques. Maintenant, il y a plein de masques, on est en surdotation parce qu'on en a fabriqué. On va les vendre maintenant. On parle de dire que les ALD, toutes les personnes qui sont diabétiques et autres, ne vont plus avoir ces masques, cette dotation gratuite, sous peu. Ils vont être obligés de les acheter. Donc, elles ont été sorties des personnes vulnérables, ce qui est un véritable scandale, vous avez raison de le dire. Les personnes, alors ce sont les diabétiques, les obèses, les insuffisants cardiaques, les insuffisants respiratoires, qui faisaient partie de la liste des personnes vulnérables par rapport à cette pathologie, ont été sortis de cette liste, sans qu'on comprenne d'ailleurs pourquoi. Peut-être sur un point de vue économique, mais enfin je pense que j'ose espérer que c'est dû à la lenteur de l'administration qui a pris cette décision avant que la courbe remonte, et qu'on va vite reprendre la décision inverse. De la même façon que le fait que normalement, fin septembre, on arrête les dotations de masques et de moyens de protection au personnel soignant, alors même qu'on voit bien qu'on est devant ce qu'on pourrait appeler, peut-être pas une deuxième vague, mais en tout cas une reprise d'épidémie sur tout le territoire. Donc il faut arrêter ces bêtises, quoi. Il faut arrêter les bêtises, d'autant plus qu'on parle de... à un moment donné, on a dit que les corticoïdes ne fonctionnaient pas, on revient là-dessus. Moi, je crois au traitement, à une épithérapie d'antibiotiques, azithromycine, rocéphine, plus corticoïdes, pour... Ça a donné déjà depuis très longtemps un très bon résultat. Il faut savoir à quoi s'en tenir, parce que même les médecins avec qui on travaille sont un petit peu perdus. C'est vrai. Donc, heureusement qu'on travaille en corrélation au niveau de tous les soignants. Ensuite, pour le matériel, moi, Malvésie, qui est une usine de produits chimiques dans le coin, m'a donné des tenues. On était obligés de se casquer parce qu'on ne sait pas. Mais on a demandé au laboratoire maintenant, quand on fait les tests Covid, s'il vous plaît, donnez-nous le résultat. On est dans le secret professionnel, mais on a le droit de savoir. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous répondent, Macha, quand vous leur demandez assez vite, quoi Les labos ? Oui. Oui. Moi, il vous donne les résultats un petit peu plus vite, quoi. Ah oui. On me donne des résultats. Puisqu'il y a des cas contacts qui se sont avérés Covid+, et chez les patients qui ont été en contact avec. Donc tout de suite, on fait les tests. Nous-mêmes, on se teste régulièrement, mais ils nous donnent les résultats, effectivement. Là, ça se fait très bien, parce que on a les démarches ensuite à faire, parce qu'on peut... Bien sûr. Toutes les démarches à faire par rapport à l'entourage. Déjà, nous, au départ, on est déjà, la sepsie, elle est rigoureuse. C'est le b.a.-ba de la profession chez nous. Donc, on s'est toujours protégé. Mais là, c'est un surplus. Quand on va chez un diabétique, au départ, c'est pour un dextroinésiline qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Oh là. Attention, machin. Un soin qui va durer un quart d'heure, 20 minutes va prendre demi-heure. Parce que on est dans une rigueur beaucoup plus centrée, concentrée par rapport à nous et aux patients. On est obligé de se protéger, nous, parce qu'on ne voit pas qu'un patient, on en voit 30 sur la journée, et protéger le patient lui-même. Bon, les familles, c'est difficile des fois à gérer, mais voilà. Bon, merci Macha de votre témoignage. D'un mot quand même, parce que ce qui est assez intéressant, vous avez dénoncé tout ce scandale, ces défauts à la fois politiques dans l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas devant un autre scandale, manque de préparation sur l'ensemble en fait des tests là, parce que les labos sont un peu dépassés. On a mis en place les drives par endroits, mais on a l'impression que c'est mal préparé. D'ailleurs, il y a un labo qui est en grève dans le sud-ouest. Et ça a été renouvelé pour 48 heures. Vous le connaissez bien ce labo. Oui, Biofusion. Il y a deux réponses à votre question. D'une part, on est certainement en retard sur des tests rapides, on en parlait tout à l'heure, tests antigéniques ou tests salivaires, et pour le reste, on est mal organisé parce qu'on n'a pas su cibler les choses.
On est où? On est en septembre aujourd'hui. Ça fait donc 5 mois qu'on a des équipes qui travaillent pour l'assurance maladie, qui font ce qu'on appelle du contact tracing. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un cas positif, ces équipes sont appelées et elles ont le rôle de remonter les filières et de voir les cas contacts. À partir de là, on doit avoir aujourd'hui, puisqu'elles l'ont fait sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Français, on doit avoir des statistiques extrêmement précises qui nous disent territoire par territoire qui se contamine, quand et où. Et quelles sont les modalités de contamination. Ça veut dire qu'on peut déterminer des groupes à risque et des personnes à risque. Et c'est là qu'il faut tester. Ouais. C'est dans ces groupes à risque. Faire du chalutage en population, c'est-à-dire tester n'importe qui, n'importe où, ça sert à rien. Ça embolise les laboratoires. Mais ça c'est fait ce qu'on fait un peu, non, sur ces cas contacts. C'est ce qui se passe, non? Puisqu'il y a du tracing, ça marche, ça, ou pas? Non, on fait ça, mais ce qu'il faut que l'on ait aujourd'hui, si l'on veut cibler les populations et faire du test, multiplier les tests et les précautions, c'est que l'on ait territoire par territoire, dans le 13e arrondissement, le 14e, qui se contamine quand et où. Et là, on met le paquet. Et de la même façon, il faut impérativement qu'on fasse des panels de population, qu'on prenne 3000 personnes, fait comme un sondage de la Sofres, tant d'hommes, tant de femmes, tant d'ouvriers, tant de cadres, tant de personnes âgées, tant de jeunes, etc., représentatif, et on teste. Et ça, on le fait dans tous les endroits du territoire. Et on va voir comment ça circule. Et là où ça circule, on a l'impression que c'est pas organisé, on va tester. Ça. C'est ce que fait l'Allemagne. Et c'est un des éléments qui explique que l'Allemagne est devant nous en termes de qualité de prise en charge. Et ben on a un appel au standard. Christian qui nous appelle de l'Ariège. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Mais non, vous ne nous dérangez pas du tout. J'ai vraiment les bouts d'entendre dans toutes ces radios là, d'entendre tous ces gens parler du Covid et on fait rien. On nous a dit que c'était la guerre, qu'il fallait combattre le virus, mais on met rien en face pour le combattre. Tout ce que vous parlez de tout ce matin là, c'est des choses qui sont dépassées. C'est qu'à la base, si on avait mis les portables en route et qu'on savait qu'on croisait des gens qui étaient malades, on se... Stop Covid, vous voulez parler de Stop Covid? Oui, du Covid, Et on met pas les choses en place. Le matériel de guerre, on l'a dans la poche et on sait pas s'en servir. On est encore à la paperasse il y a 100 ans, quoi. On est en retard. Et maintenant, on va être vraiment débordés. Et tous les gens qui appellent, là, et tout ce que vous avez eu ce matin, c'est des gens qui sont débordés et qui vont être de plus en plus débordés et le pays va submerger. C'est pas normal qu'on réagisse comme ça. Il faut qu'on mette les portables en route et c'est par les portables qu'on éteindra le virus. Par Stop Covid. Stop Covid, hein, c'est ça l'application. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fonctionne pas et je ne sais pas c'est le Minitel. On a mis en place le Minitel ou le Bebop, comme d'habitude en France. On a mis en place un système qui n'était pas compatible avec les systèmes Google et Apple, qui n'était pas compatible avec le reste des systèmes internationaux et qui allait de fait à sa perte. Et de plus, surtout, où sont les études qui nous ont montré que ce type de système fonctionne? On a mis en avant les pays d'Asie, mais on voit bien que les pays d'Asie, au bout de quelques mois, ont abandonné ce système parce que ça ne fonctionnait pas. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se faire des illusions. Non, mais Christian, il dit ça doit marcher. Mais il se trompe. On n'a aucune étude au niveau international qui nous montre que ce type de système a fonctionné. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas donner plus de pouvoir aux médecins de ville qui, eux, sont vraiment sur le terrain? Si, voilà, ça passe par là. Ça passe par le fait d'être conscient qu'on a un système de santé, c'est notre chance, qui a une jambe libérale et une jambe publique. Et les deux sont fortes. Et il faut impérativement passer par les gens qui soignent. Il faut multiplier, par exemple, si on prend les tests tels qu'on les pratique aujourd'hui, sans pour autant viser les zones à risque, on pourrait quand même imaginer qu'on n'envoie pas tout vers les laboratoires, mais que les médecins, les infirmières, les pharmaciens testent. Et vous multipliez les zones de test. Et à ce moment-là, vous empêchez déjà l'embolisation. Alors vous allez avoir ensuite le temps pour la lecture du test. L'automate. Mais vous n'aurez pas, en tout cas, sur la prise du diagnostic, sur la prise du test, sur le geste, vous aurez beaucoup moins de files d'attente. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut comprendre notre système. On a oublié aussi que les laboratoires, on les a mis dans une situation extrêmement inconfortable, puisque depuis des années, on leur a mis de telles normes de qualité qu'on a obligé les restructurations, on a fait fermer quantité de laboratoires, et on se retrouve avec un faible nombre de labos et donc une embolisation de ces laboratoires. Et Stop Covid, parce que Christian, vous êtes persuadé que Stop Covid, ça marche ou pas? Il est parti. Il est parti, Christian. Bon, vous pensez que Stop Covid, ça marche pas? Non, ça marche pas. Non. Ça marche pas. Ça marche pas. Il n'y a aucun pays où ça a marché. Donc ça allait à l'échec. Et puis après, on a fait comme d'habitude. Je vous dis, c'était le Bebop ou le Minitel. On a fait un système mais qui était juste pas compatible avec Apple et Google. Donc, sur la situation actuelle, puisque vous dialoguez et vous le racontez dans ce livre, le scandale des soignants contaminés, vous dialoguez beaucoup avec l'ensemble de vos confrères sur tout le territoire qui vous avez envoyé des mails, etc. J'imagine que vous continuez. L'épidémie, là aujourd'hui, la réalité telle que vous la voyez et eux la voient aussi, quelle est-elle? C'est vrai qu'il y a forcément
plus de gens positifs parce qu'il y a quand même beaucoup plus de tests. Mais est-ce que le virus est toujours aussi virulent et parce qu'il y a quand même moins de victimes? Il y a des points positifs et des points négatifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'au confinement, et je le dis dans le livre, en permanence, on a eu 15 jours, 3 semaines de retard par rapport à la maladie, et ces 15 jours, 3 semaines, on les rattrapera jamais. En fait, le confinement a mis le compteur à zéro, en quelque sorte, les gens sont ressortis, et là, on a mis en place un certain nombre de choses qui sont bonnes, qu'il faut saluer, le masque dans les transports en commun, obligatoire, le masque en entreprise, des mesures dans les écoles, même si elles sont insuffisantes à notre sens, on les a mis en place, les masques et les protections pour les soignants, tout ça a été mis en place. Alors on pourrait se dire, on va mieux s'en sortir. Le seul problème, c'est qu'il y a un autre point qui vient tamponner toutes ces mesures, qui est le fait qu'à l'époque, on avait 2 régions qui étaient touchées, et que là, on a une nappe virale qui concerne toutes les régions de France. Or, cette maladie, elle est à diffusion stochastique. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la différence de la grippe, qui diffuse en taches d'huile, et qui va toucher tout le territoire. Là, ça diffuse exactement comme un incendie avec des brindilles de feu qui partiraient et qui iraient se poser quelque part. Et si elles trouvent les conditions nécessaires et suffisantes, à ce moment-là, ça re-explose à un autre endroit. Oui. Mais ça peut aussi s'éteindre. Donc, il y a une certaine part d'aléatoire et une part ensuite de cluster. C'est une clusterémie, c'est pas une épidémie, comme le dit Yvonne Le Floïc, l'épidémiologiste avec qui je travaille. Il faut parler de clusterémie. Et donc là, ce qui nous fait un peu peur, c'est que comme on a une nappe virale qui est sur tous les territoires, on craint que l'on ait 3, 4, 5 régions où ça explose comme ça a pu exploser dans l'Est et en Île-de-France. Mais là, voilà il y a ce qui peut venir tamponner les mesures qu'on a mis en place. Mais là, il y a aussi une responsabilité de chacun. Il n'y a pas que le corps médical ni le gouvernement. Il faut que les gens gardent à l'esprit qu'on met le masque pour protéger l'autre, que c'est très altruiste, on ne le fait pas pour se protéger soi, on le met pour protéger l'autre. Le masque est un masque barrière, on ne le répétera jamais assez. On le met pour arrêter les projections virales que vous êtes susceptibles de porter, parce que cette maladie est fourbe, on le rappelle, cette maladie, elle donne 50% de forme asymptomatique, ce qui fait que vous pouvez être malade sans le savoir. Et même si vous avez des symptômes, vous êtes au maximum de votre sécrétion virale les 2 jours qui précèdent les symptômes. C'est vraiment fourbe, si vous voulez. Donc, il faut impérativement porter le masque pour ne pas contaminer les autres. Et se laver les mains, évidemment, et respecter le reste des mesures barrières. Est-ce qu'aujourd'hui, on est davantage prêt dans les hôpitaux ? S'il y avait de nouveau des cas sur la réanimation, puisque tout le truc, le confinement, c'était ça. On a appris de cette maladie. On sait maintenant, vous savez qu'au départ, on disait que c'était une maladie respiratoire. On sait maintenant que c'est une maladie de système qui va toucher tous les organes, et notamment une vascularite. Et donc, on emploie des corticoïdes, on emploie des héparines de bas poids moléculaires, c'est-à-dire qu'on fluidifie le sang pour éviter d'avoir des embolies pulmonaires. Donc, on raccourcit les délais de réanimation parce qu'on intervient et on évite, en quelque sorte, les effets secondaires graves. Mais est-ce que les médecins, puisque à l'époque il n'y avait pas, ont des instructions assez précises quand ils reçoivent quelqu'un qui est positif et qui peut être susceptible de danger? C'est-à-dire qui est moins bien en forme, pas en grande forme. Les médecins ont appris encore une fois eux aussi de cette maladie. Alors si vous voulez en venir sur le territoire de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine plutôt non mais pas que ça, mais ça en fait partie. Non, mais le problème que l'on peut avoir, que le terrain peut avoir par rapport à ça, c'est que depuis le début, nous sommes dans la totale incapacité de dire à nos patients si ça marche ou ça marche pas. Bah oui. Parce qu'on n'a pas voulu faire d'études dites académiques autour de ce produit. Alors j'entends le professeur Raoult qui hier nous dit mais moi je me refuse de faire du double aveugle et de donner un placebo à un patient en lui disant non c'est peut-être le produit. C'est le principe du double aveugle. Le patient ne sait pas ce qu'il reçoit, le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Mais ça pourrait se comprendre sur une affection extrêmement dangereuse en termes de létalité, à beaucoup plus haut pourcentage, où à ce moment-là on ne veut pas, en quelque sorte, c'est ce qu'on fait pour le cancer, pour la recherche pour le cancer. Là on rappelle quand même qu'on a un taux de létalité qui est de 0,5%. On a plus de 99% des gens qui s'en sortent. Et surtout, on peut comprendre ce type de raisonnement en mars, mais 5 mois plus tard, on aurait eu le temps de faire des études. Et nous, on est dans une position, nous généralistes, nous spécialistes de ville, etc., qui est extrêmement inconfortable, parce qu'on ne peut pas répondre véritablement à cette question. Or, cette maladie présente l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans cette maladie précisément peut présenter des risques en termes d'allongement du QT, de troubles du rythme, etc. J'entends le professeur Raoult quand il nous dit 4 milliards de personnes en prennent dans le monde, etc. Oui, c'est vrai, mais pas dans cette indication. Bon, merci docteur Jérôme Marty d'être passé ce matin et d'avoir gardé le masque, puisque vous êtes en contact avec des personnes potentiellement. C'est pour ça que vous le gardez. C'est ce qu'il faut faire, quoi. Il faut se protéger, en fait, comme ça. Après, le masque dans la rue, c'est très simple, l'explication. Vous savez, vous mettez le masque pour protéger les autres. Si l'autre n'est pas là, qui vous protégez? Oui, non, mais absolument. Protéger les mouches, peut-être. Il y a beaucoup de guêpes. Il y a beaucoup de guêpes avec beaucoup d'abeilles cet été. Il fait encore très chaud. Merci en tout cas d'être venu de Fronton, près de Toulouse. On salue tous les habitants d'ailleurs de la commune, des environs. Et lisez, c'est aux éditions Flammarion. Et dans un instant, on reviendra sur l'accident de